notre thème ce soir, c'est le défi des aidants familiaux. Le défi des aidants familiaux. Pourquoi choisir ce thème? D'abord, peut-être c'est une façon de se rappeler qu'il y a une semaine, le 6 octobre précisément, c'était la journée nationale des aidants. Et si on a eu besoin en France de faire une journée nationale des aidants, c'est que peut-être on n'a pas pris la mesure de qui sont les aidants, de combien ils sont, de ce qu'ils portent. Ils sont en France près de 10 millions. Alors les chiffres varient, mais près de 10 millions qui assistent régulièrement, de façon non professionnelle, une personne de leur entourage à domicile. Voilà, c'est ça la définition de l'aidant familial. Et il y a parmi nous, en France, environ 10 millions de personnes qui sont dans cette situation, dans des situations extrêmement diverses, on peut le deviner. Ça peut être bien sûr d'accompagner son papa ou sa maman vieillissant, ça peut être de l'enfant handicapé, on va en parler ce soir, ça peut être le conjoint de mon mari ou de ma femme qui est malade psychique, ça peut être tant et tant de situations qui nous mettent en situation d'aidant familial. Autant dire que ça nous concerne tous, parce que s'il y a 10 millions d'aidants, ça veut dire qu'il y a 10 millions d'aidés, et qu'il y a toutes les chances que dans notre vie, à un moment ou à un autre, nous soyons soit aidants, soit aidés, soit les deux. Voilà, ça nous concerne tous et c'est pour ça que c'est important d'accorder de l'importance à ce que vivent ces personnes et c'est le sens de cette soirée ensemble ce soir. Parce que ces personnes, elles sont souvent dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, elles portent lourd, elles portent parfois très lourd, elles portent parfois beaucoup trop lourd. Cette soirée, elle va nous aider justement à prendre la mesure de qui sont ces aidants familiaux, de ce qu'ils portent, qu'est-ce que c'est ce qu'ils portent, c'est quoi la diversité des situations. Sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer pour tenir dans cette mission d'aidant qu'ils ont presque non choisie d'ailleurs, qu'ils les ont prises en tout cas. On va avoir deux moments dans cette soirée. Un moment qui sera ce qu'on appelle la table ronde avec des intervenantes avec qui je vais échanger. Et puis un deuxième moment qui sera un échange avec vous, les auditeurs. Vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure du déroulé de la table ronde. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Ça va s'inscrire en bas de votre écran. Vous pouvez notamment utiliser le chat qui est à droite de la vidéo, de l'écran de la vidéo, et vous envoyez votre question là, elle me sera amenée. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette manière, vous pouvez aussi prendre votre téléphone et envoyer un SMS au numéro qui vous est indiqué. Et là encore, la question me sera envoyée. Ou il y a encore la possibilité de le faire par mail. Les coordonnées doivent s'inscrire, je pense, en bas de votre écran en ce moment même. Ces questions me seront amenées ici et je pourrai les lire auprès de nos invités qui répondront autant que faire se peut. Voilà. Pour nous aider ce soir, on a la chance, j'ai la chance et nous avons la chance d'avoir sur le plateau deux intervenantes qui sont, j'allais dire, expérimentées et vous allez voir pourquoi. Alors je vais les présenter rapidement. La première, c'est Agathe de Mignac qui est à ma droite. Agathe, vous êtes mariée avec Nicolas et vous habitez Redon en Bretagne et vous êtes prof d'histoire et géographie. Et j'ajoute d'ailleurs que vous venez d'écrire un livre, qui n'est pas notre sujet de ce soir, mais encore qu'on en parlera peut-être, qui s'appelle « Cœur de prof, ils m'ont tout appris », c'est chez Nouvelle Cité. Voilà. Vous êtes avec Nicolas, parent donc de 5 enfants, dont 3 sont porteurs d'une maladie génétique très rare, qui a un nom très mystérieux, Tango 2. Et je trouve ça joli, ce nom, Tango 2. Il y a quelque chose de léger dans ce nom Tango 2. Sauf que quand on lit votre livre, l'autre dont on parlera tout à l'heure, on voit que ce nom très léger couvre en réalité une maladie aux conséquences très lourdes, qui prennent la forme de handicap au pluriel. Ils sont porteurs, vos enfants, de plusieurs handicaps, des handicaps qui évoluent, qui varient, qui fait que, voilà, qu'il faut se préparer un peu à tout, et parfois même au pire, la mort n'est jamais loin. On peut dire que les handicaps, on l'a toujours en tête. Voilà. Donc le défi des aidants familiaux, je crois que vous en savez quelque chose, et vous nous en direz ce soir un petit peu là-dessus. Et donc vous avez témoigné dans un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui doit s'afficher à notre écran, Tango 2, une famille presque comme toutes les autres, presque, chez Nouvelle Cité aussi. Voilà. Merci Agathe d'être là avec nous ce soir. Et notre deuxième intervenante, c'est une autre expérience, c'est celle de Florence Gros. Bonsoir Florence. Voilà, vous, Florence Gros, vous êtes responsable de l'équipe écoute et conseil de l'OCH, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui accompagne, et c'est ce que vous faites vous, avec d'autres écoutantes, beaucoup de personnes concernées par le handicap, alors les personnes handicapées elles-mêmes, bien sûr, mais aussi beaucoup les familles, les papas, les mamans, les grands-parents, enfin, et qui sont pour beaucoup d'entre eux justement en situation d'aidant.
Et du coup, vous entendez beaucoup de situations, beaucoup de souffrances, ou en tout cas d'attentes qui peuvent être formulées, et vous nous en direz un petit peu ce soir sur tout ce que vous entendez. Vous le direz à la fois en écho à ce que Agathe va nous partager, mais aussi vous pourrez élargir à d'autres formes de handicap ou de situations qui permettront du coup de rejoindre tous nos auditeurs qui sont très divers eux aussi. Voilà, c'est ça notre soirée, et ça va être un beau moment de rencontre. Et du coup, je vais commencer sans attendre avec vous, Agathe. Et je vous ai présenté en 2 minutes, alors que vous avez des enfants qui ont 21 ans pour l'aîné, je crois, Malo. Autant dire qu'il y a une longue vie, 22 même, oui. Autant dire qu'il y a une longue vie. Du coup, vous pouvez en dire un petit peu plus sur vous, votre vie, le déroulé de votre vie avec Nicolas et ses enfants, ses 5 enfants. Voilà, en quelques minutes, mais quand même. Alors, effectivement, donc, nous avons 5 enfants. Donc, nous sommes mariés effectivement depuis 24 ans maintenant. Et donc notre aîné Malo est donc porteur d'une maladie rare qu'on a découverte il y a très peu de temps. Elle a été découverte, cette maladie de Tango 2, en 2015. Et donc Malo, il est handicapé mental. Je ne sais pas, je dirais léger à moyen. Les gens me demandent de savoir, c'est assez compliqué de le dire. Voilà, il n'est pas allé beaucoup à l'école. Il est rentré, il a fait de la maternelle, puis après il n'est pas du tout allé à l'école. Il était en IME puis IM Pro, et aujourd'hui il est en foyer de vie à l'Arche. Voilà, en foyer de vie, il ne travaille pas. Il ne parle pas très bien, il a un handicap physique un peu, mais il n'a pas besoin de fauteuil. Par contre, effectivement, voilà, il est propre que depuis l'âge de ses 16 ans. Donc, enfin, pendant ces 7 premières années, voilà, le rôle d'aidant, on l'a endossé avec beaucoup de lourdeur parfois d'ailleurs. Ensuite, nous avons donc Inès qui a 18 ans, qui n'est pas porteuse du gène, mais après on pourrait parler aussi des frères et sœurs et de ce qu'ils doivent porter. Ensuite, nous avons Jeanne qui est porteuse, mais de manière très légère. Elle a 16 ans, elle est donc en CAP service à la personne. Elle fait actuellement un stage au Café Joyeux. Et ensuite, nous avons Isabelle qui a 13 ans, qui est un petit peu moins atteinte que son frère au niveau intellectuel, mais un peu plus au niveau physique, avec effectivement des troubles musculaires qui sont quand même relativement importants pour elle. Elle ne peut pas marcher au-delà de 500 mètres, elle a un fauteuil roulant. Et tout effort physique est compliqué pour elle. Et ensuite, on a eu un petit garçon, petit cadeau des 40 ans, et il a 7 ans, il s'appelle Louis. Voilà, et effectivement, je travaille à côté, je suis enseignante. Et Nicolas. Et alors Nicolas, mon mari, donc effectivement, lui était aussi enseignant, maintenant il est même directeur d'école. Voilà, c'est un homme doux et agréable. Alors, vous nous dites, le titre du livre, on l'a vu, c'était Tango 2, une famille presque comme toutes les autres. C'est quoi ce presque? Qu'est-ce que vous diriez derrière? Qu'est-ce qui caractérise cette famille de Mignac qui est presque comme toutes les autres, pas tout à fait voilà, ma famille, moi je la trouve comme toutes les autres, puisque c'est la mienne en fait. Voilà, donc moi c'est mon quotidien, je suis habituée à tout ça moi. Mais effectivement, nos enfants, voilà, on a quand même sur nos enfants, on en a 3 qui ont handicap mental. Sur 5, en fait, donc on a une grosse majorité d'enfants porteurs de handicap mental, et effectivement, ça, a quand même ça donne une couleur particulière à la famille, avec avantages et inconvénients. Il y a des avantages, il n'y a pas que des inconvénients. C'est une famille où il y a beaucoup de joie, où ils sont très faciles à vivre, très gentils, très aimants, mais effectivement, au niveau de l'aide que je dois leur apporter, j'en fais plus que d'autres mamans, c'est clair. Vous avez dit donc Tango 2, une maladie génétique. Vous n'avez pas su tout de suite que c'était cette maladie-là, qu'elle était génétique, qu'elle allait être transmise à d'autres enfants éventuellement, c'est ça? Non, on n'en a pas su. Parce qu'effectivement, les gens aujourd'hui me disent « Oh là là, mais tu as quand même eu 3 enfants avec cette maladie », mais on ne savait pas en fait. En fait, la première chose qui s'est vue, c'est un problème de thyroïde. Les enfants étaient hypothyroïdés, mais c'est pas très grave l'hypothyroïdie. Donc en fait, ça nécessitait pas forcément de dire que c'était dangereux d'avoir d'autres enfants. Et donc effectivement, on a eu Malo où on a vu qu'il y avait un handicap, ensuite on a Inès qui n'en avait pas, après on a eu Jeanne et ça s'est pas vu comme ça non plus. Voilà, et puis on a tenté une dernière fois, c'est Isabelle, et puis voilà, puis Louis, en fait, lui s'est invité sans qu'on y réfléchisse vraiment. Voilà, mais effectivement, cette maladie, on l'a découverte quand Malo, c'était en 2015, Malo avait 16 ans justement. Donc il est 99, donc voilà, et donc nos enfants étaient déjà grands et on n'avait plus trop de projets d'avoir des enfants, et là les chercheurs effectivement nous ont appelés en disant on a trouvé. Mais pendant alors pas depuis la naissance de Malo, mais pendant, je sais pas, 13, 14 ans, on a cherché. Enfin, on a surtout cherché au début, après on a arrêté de chercher, parce qu'on trouvait que c'était très invasif, très coûteux au niveau de la vie familiale. Donc on a beaucoup cherché au début, puis quand on voyait qu'ils ne trouvaient pas, au bout d'un moment, on a arrêté de chercher. On a laissé les médecins derrière nous. Et ils avaient très envie de continuer à chercher, mais nous, on ne voulait plus. Et cette attente était pesante, vous dites?
Ça Ouais, représente je sais pas. La fin, non. En fait, au début, oui, j'avais très envie de savoir, parce qu'effectivement, on veut toujours savoir et on veut toujours essayer de comprendre. Mais en fait, on ne comprend pas que c'est pas le pourquoi qui est le plus important, c'est le comment, en fait. Mais effectivement, on veut un pourquoi, on veut un coupable, on veut savoir qui est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, évidemment, on a beaucoup cherché au début, et cette attente-là était coûteuse. Et là, on a vu qu'effectivement, c'était compliqué, que ça allait chercher, que sans doute, on a compris que c'était génétique, puisqu'une fois que vous en avez un, puis un deuxième, effectivement, là, c'est forcément génétique. Donc, on s'est dit, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui porte. On n'avait pas forcément pensé qu'on pouvait être tous les deux porteurs. Mais on s'est dit, il y en a un des deux qui porte, donc ça veut dire qu'on remonte dans les familles, ça veut dire qu'en fait, il y a des coupables dans les familles, des coupables du handicap, enfin, voilà. Donc oui, c'était coûteux, et c'est pour ça qu'à un moment, on a refermé la porte. Et puis qu'un jour, Necker nous a appelés en disant, ça y est, on a trouvé, et il continuait à chercher sans qu'on les ait beaucoup sollicités. Et on lit dans votre livre, on le devine dans ce que vous venez de dire, c'est dans toutes ces périodes, et peut-être encore maintenant, ça a été de voir des spécialistes, ça a été de voir le médecin, le paramédical, enfin tout ce qui était nécessaire à la croissance de l'enfant, même si on ne savait pas le diagnostic, enfin que vous avez passé beaucoup de temps. Plus que de raisons, plus que des raisons. Effectivement, moi, mes enfants, je les emmène, en plus, je les emmène par 3. Alors maintenant, Malo est parti à l'Arche, et donc c'est pris en charge par l'Arche. Donc j'en emmène plus que 2. Mais effectivement, c'est chaque fois, c'est 3 rendez-vous de neuropédiatre, 3 rendez-vous de pédiatre endocrino, des prises en charge qui sont tout le temps multipliées par 3. Donc effectivement, c'est vrai que oui, c'était très lourd, très coûteux, et des fois pas tout à fait compatible avec mon boulot. Enfin, il fallait chaque fois, je posais congé enfant malade, poser une demi-journée, alors pour 3 rendez-vous. Mais effectivement, oui, les rendez-vous de médecins, etc. Alors nous, on fait pas tout ce que nous disent les médecins, parce que sinon, en fait, sinon je ne serais même pas avec vous ce soir. Sans doute que je serais encore chez le médecin. Enfin, si je faisais tout ce que me demandait la médecine, qui a découvert une maladie et qui a très envie d'en savoir plus, là, donc il faut que je discrimine aussi. C'est aussi ça le rôle je pense, des aidants familiales, c'est aussi de se dire, bon, ça c'est vraiment important. Et ça, c'est important pour la santé de mon enfant. Ça, c'est plus la recherche et ce qui fait un petit peu plaisir aux médecins. Donc, en fait, il y a un moment où voilà, il faut aussi essayer de garder le sens commun pour dire, bon, là, oui, j'y vais, et là, j'y vais pas. Et c'est pas toujours facile. Florence, une première réaction comme ça, à chaud, à ce que vient de nous dire Agathe, voilà. Une envie d'aller rencontrer vos enfants. Une première chose. Après, je perçois aussi, déjà, en fait, la richesse d'une vie, aussi fragile soit-elle. On sent que c'est pas toujours simple, mais voilà, que déjà, on va découvrir plein de choses. Donc, j'ai envie d'aller découvrir davantage de choses. Et puis, peut-être, je ressens aussi peut-être un équilibre à trouver qui est tout le temps en recherche, mais que vous vous enfermez pas non plus dedans. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et que Philippe vous pose beaucoup plus de questions. Eh bien, on va continuer. Oui. Du coup, Agathe, à quel moment, d'abord, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes sentie aidante ? Est-ce que ce terme est entré dans votre vie ? Si oui, à quel moment ? Ou éventuellement, dans la relecture, à quel moment, finalement, sentez-vous que vous êtes devenue aidante ? Je me fais comprendre dans ma question ? Oui, très bien. Ça me fait un peu amuser. Ça m'amuse parce qu'en fait, c'est au moment où le CH est venu me chercher en disant « Est-ce que vous voulez faire une conférence sur les aidants familiaux ?» Moi, je ne me sens pas tout à fait aidante. Enfin... En fait, je suis maman, en fait. Donc, en fait, une maman qui donne des soins à son enfant, une maman qui lave son enfant, en fait, toutes les mamans du monde le font. Voilà, mais quand elle lave son grand garçon de 16 ans qui est pubère, là, effectivement, on va dire, bah oui, mais là, il y a un moment, il aurait fallu que ça s'arrête. Mais ça ne s'était pas arrêté. Voilà, et voilà, c'est pareil, mettre le soutien-gorge de ma fille, en fait, ça peut paraître dire, bah oui, mais en fait, on a commencé par mettre un body. On a mis les pressions du body, après on met les agrafes du soutien-gorge. En fait, c'est une espèce de continuité, en fait. Et j'ai encore du mal à me définir comme aidante. Je me considère comme la maman de ses enfants et c'est effectivement des choses particulières, mais en même temps, je ne passe pas mes après-midi dans ma voiture pour les emmener au foot. Enfin, il y a des choses qui sont coûteuses, mais tout n'est pas coûteux en fait. Il faut regarder aussi avec... voilà, il y a des choses effectivement où on doit faire beaucoup de tâches. Effectivement, c'est des enfants qui ont du mal au niveau moteur, etc. Donc effectivement, on fait une promenade, on pousse le fauteuil. Voilà, mais en même temps, voilà. Donc, c'est quoi être une aidante ? Voilà, je me considère pas du tout comme une aidante encore aujourd'hui, mais plutôt comme une maman. Mais j'accepte volontiers cette conférence, mais j'accepte d'en parler, mais effectivement. Et puis, l'aidante, en fait, c'est une maman qui s'arrête pas. Mais en fait, ça s'arrête quand même, parce que Malo, en fait, je m'en occupe plus. Voilà, Malo, ça s'est arrêté avec l'Arche. C'est-à-dire, l'Arche m'a dit, si vous voulez, on prend en charge Malo. Et donc, depuis que Malo est à l'Arche, en fait, effectivement, ils ont pris totalement le relais. Et bon, en plus, il est devenu propre depuis. Mais en fait, donc, du coup, quand Malo vient le week-end, en fait, je prends plaisir à être avec mon fils et je ne suis pas du tout son aidante.
pour le coup, quand il revient, parce qu'effectivement, l'Arche se prend en charge tout ce qui est médical, tout ce qui est même acheter des habits, voilà, il y a plein de choses qui sont prises en charge par l'Arche, donc j'ai pas besoin de le faire. L'orthophoniste, voilà, tout ça, c'est l'Arche qui s'en occupe, donc moi, j'ai pas ça à le faire. Donc effectivement, je me disais, en fait, une aidante, est-ce que c'est une aidante pour toute la vie ? En fait, pas forcément. On croit quand on est dedans et que ça va pas, parce que parfois c'est lourd. Voilà, je vous cache pas qu'effectivement, quand vous devez toujours penser aux autres et vous vous oubliez vous-même, enfin voilà, c'est ça aussi les dents. Et en fait, parfois vous dites, mais ça ne s'arrêtera jamais. En fait, ça s'arrête. En tout cas, pour Malo, ça s'est arrêté. Donc je pense que pour Isabelle, dont je m'occupe encore beaucoup, qui a 13 ans, ça va s'arrêter un jour, sans doute. Et alors, effectivement, le fait d'avoir Malo devant, j'ai un peu d'espoir en me disant, voilà. Mais effectivement, moi, j'ai une vingtaine d'années d'aidance familiale. Et de fait, ce que vous dites me fait écho à ce que j'ai entendu un jour de parents dire on a eu le sentiment d'en prendre pour la perpétuité. Enfin, oui, c'est ça. C'était un mot un peu dur, mais quand même, c'est ça qu'ils voulaient dire. En disant, ça les a travaillés à un moment. Ça ne va pas s'arrêter aux 20 ans de l'enfant. Non, mais pourtant, en fait, voilà, il y a des relais qui peuvent être pris. Après, il faut aussi accepter de se laisser décharger. Parce que moi, je sais qu'il y a des parents à l'Arche qui ne veulent pas lâcher, parce qu'effectivement, en même temps, on existe par ça. Et donc, c'est un peu ambivalent. Parce qu'en fait, j'existe aussi, et puis on existe un peu, la mère courage, c'est extraordinaire, tout ça, en fait. Et donc, du coup, en fait, comment, effectivement, je me construis, enfin, c'est une identité, en fait, d'être parent d'enfants handicapés. Et parfois, c'est une identité qui est un peu gratifiante. Enfin, c'est pas que... Parce qu'effectivement, on passe pour quelqu'un qui est capable de faire plein de choses. Donc, en fait, comment je peux aussi accepter de passer le relais et ne pas toujours être dans cette image de mère d'enfant handicapé. Et ça, effectivement, pour ça, je pense qu'il y a le rôle du mari. Et du coup, Florence, vous entendez ça, une identité d'être fièrement papa, maman d'une personne handicapée dans ce rôle d'aidant ? En fait, je me disais, finalement, je ne sens pas une transformation, un avant, un après. Je le sens peut-être plus, effectivement, quand il y a un accident au cours de la vie, où on peut peut-être comparer, je ne sais pas si le mot est bon, entre ce qui se passait avant et ce qui se passait après, donc avec effectivement un véritable changement de comportement de la maman, du papa, du conjoint, de l'enfant qui grandit avec un... Là, peut-être, on devient tout de suite aidant, et peut-être que justement, la transformation, c'est de réapprendre à de redevenir cette maman, ce papa, simplement ce grand-père, ce conjoint. C'est dans les deux sens. Mais j'entends chez vous vraiment une continuité, c'est logique. Donc c'est difficile de se reconnaître aidant quand ça paraît normal. Alors qu'en fait, chez les aidants familiaux, tout n'est pas forcément normal. Et c'est peut-être là qu'il faut apprendre et aider. Et je pense par exemple à une conjointe qui m'appelle régulièrement. Moi, j'ai vu aussi sa transformation dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle ne supportait plus le handicap de son mari, et il faut reconnaître que c'est insupportable, et qu'elle a réappris en fait à redevenir à la fois cette conjointe aimante et pas simplement aidante. Donc la transformation se fait aussi dans ce sens-là. Vous, ça a l'air d'être une continuité, quelque chose de presque normal. Oui, alors... je mets des guillemets. Hein. En fait, quand j'ai écrit Tango 2, j'étais très très mal. Hein. En fait, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est qu'en fait, j'avais l'impression d'être seule au monde, de me dire qu'il n'y avait que moi d'avoir autant d'enfants handicapés, d'être toute seule à soutenir ça. Alors j'ai un mari qui est très présent, j'ai un mari qui fait vraiment sa part. Hein. Donc, ce qui ne font pas, à mon avis, tous les maris, mais moi, le mien, il fait sa part. J'ai pas de reproche à lui faire, mais en même temps, en fait, j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre d'en avoir un. Puis alors... Jeanne, je ne sais pas dans quoi la mettre parce qu'elle n'est pas vraiment, mais après, et quand effectivement j'ai su qu'Isabelle était assez atteinte, je me suis vraiment écroulée. Donc en fait, oui, il y a une continuité. Là, aujourd'hui, je vais mieux, j'ai écrit, voilà. Mais non, c'est pas du tout... c'est pas toujours... on vit quand même des montagnes russes et j'en vivrai d'autres, je le sais déjà. Voilà. Pour l'instant, en ce moment, ça va plutôt bien. Oui, je ne dis pas effectivement qu'il n'y a pas de montagne russe, mais c'est vrai que c'est une continuité. Que là, vous avez écrit votre histoire, dans le sens d'ailleurs, à la fois avec des mots, mais j'espère que ça donnera l'idée d'ailleurs à toute personne de pouvoir l'écrire au sens figuré, hein, mais sans déchirer la page, en prenant les choses comme elles viennent et en avançant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une remise en question, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail sur soi et ce genre de choses, mais je me dis qu'effectivement ça doit être difficile pour une maman de se dire... Quand est-ce que je suis aidante ? Oui. Voilà. Et est-ce que vous pensez que pour Nicolas, il n'est pas là pour nous répondre, donc vous allez répondre.
Je réponds à sa place. Mais au fond, il est un aidant, il se projette comme aidant familial, peut-être plus que vous de ce point de vue-là, ou non, c'est la même continuité entre papa et... En fait, oui, voilà, c'est qu'en fait, c'est notre rôle de parent, en fait. C'est notre rôle de parent de continuer à s'occuper de ses enfants, et effectivement, c'est jusqu'à ce que l'oiseau s'envole du nid. Alors, des petits oisillons qui mettent beaucoup de temps à s'envoler, mais oui, on continue, voilà, sans... Après, je pense que c'est important aussi de ne pas y mettre trop d'émotions. C'est en fait... ces gestes-là, de les faire et puis de se dire, voilà, je l'ai fait. Mais en se disant, bah voilà, c'est ma part, c'est ma petite part à faire, moi, je dois faire ça. Et sans mettre trop d'affect, trop de désespérance et tout ça. Il y a une espèce de travail pour se dire, bah oui, bah voilà, il faut que je le fasse. Surtout que moi, je pense qu'en fait, se donner, en fait, ça permet aussi de sortir de soi-même, quoi. Enfin, c'est pas que négatif, en fait. Qu'est-ce qui, en fait, donc vous le disiez, ça n'a pas toujours été facile, même là vous étiez au fond du trou. Oui. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans la durée, pour tenir justement cette dimension de maman aidante mais voilà, qu'est-ce qui vous a fait aider à tenir, qui vous aide encore à tenir, parce que c'est pas fini, vous le disiez. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait de continuer à travailler, en fait. De pas être que aidante, justement. De ne pas faire que ça. Et les quelques fois où j'arrêtais de travailler pour des congés mater, en fait, chaque fois, le handicap prenait beaucoup plus de place dans ma vie. Et mon mari, qui a beaucoup de bon sens, me disait, mais Aguette, là, t'en fais beaucoup plus que tu n'en faisais il y a 6 mois. Enfin voilà, Malo n'est pas plus handicapé qu'il n'était il y a 6 mois, mais tu en parles beaucoup plus, ça a l'air d'être beaucoup plus. Voilà, et donc effectivement, moi, le fait de travailler, d'être prof en collège, en plus, je veux dire, un prof en collège, si vous arrivez avec vos casseroles, mais de toute façon, vous avez intérêt à plonger dans la classe, parce que sinon la classe vous rattrape. Vous ne pouvez pas avoir des états d'esprit et réfléchir à ça. Enfin voilà, en fait, quand on part en classe, on oublie tout. Voilà, et donc... Moi, je pense que la première chose qui m'a sauvée, c'est effectivement les petites emmerdes de travail qui sont, voilà, les trucs, la photocopieuse qui marche pas et qui énerve beaucoup le collègue. Moi, ça m'amusait presque, enfin. Donc, en fait, tout ça, en fait, voilà, eux, ils m'ont emmené ailleurs que dans ma maison, ils m'ont fait sortir de ma maison. Et je rencontre souvent des copines qui ont des enfants handicapés et qui font que ça, et je leur dis souvent, mais et si tu reprenais le travail? Ah oui, mais tu te rends compte, c'est pas possible, je m'occupe de mon enfant, tout ça. Réfléchis. Peut-être que tu peux passer des relais. Et moi, mes enfants, force est de constater que du coup, il y a d'autres choses qui se sont mises en place. Par exemple, l'orthophoniste, il y allait en taxi. C'est pas moi qui étais taxi. Voilà, des tas de choses comme ça. En fait, Malo, quand il était petit, il était très fatigable. Donc, en fait, il allait déjeuner chez la nourrice de sa sœur, qu'il prenait en charge et qu'il gardait l'après-midi pour dormir. Et donc, je n'ai pas tout porté tout le temps. Donc, en fait, voilà. Je trouve que ce qui m'a aidé à tenir, c'est justement de ne pas être toute seule avec mon fardeau, bien que parfois j'avais l'impression d'être toute seule quand même. Mais enfin bon, j'ai quand même eu des relais autour et j'ai pas hésité à activer des relais. Donc voilà, bon, il faudrait que j'ai un mari qui est extrêmement agréable. Notre couple, effectivement, il y a des couples qui s'écroulent et le nôtre, en fait, on a été plutôt soudés, en fait. Donc voilà, et puis sinon, effectivement, la foi quand même, en fait, le regard de dignité de cette personne, de me dire que cette personne avait... voilà, je pense que mes 5 enfants ont une mission sur Terre. Et qui ne sont pas arrivés ici par hasard, en fait. Il y a eu, vous le disiez tout à l'heure avant notre rencontre, mais vous le dites dans votre livre, la rencontre de Foi et Lumière à un moment. C'était aussi important pour vous? Ah oui, alors en fait, la communauté dans laquelle on était à Redon était assez âgée, donc en fait, c'était plutôt des vieilles dames. Mais effectivement, j'ai trouvé que ces vieilles dames étaient, comment dirais-je, c'était des femmes libres. Elles étaient grandes, enfin, elles n'étaient pas grandes physiquement, mais il y avait une espèce de grandeur d'âme. On sentait qu'elles avaient beaucoup sans doute pleuré, que ça avait été un peu décapant pour elles, que effectivement d'avoir des enfants handicapés, ces grands enfants qu'elles emmenaient avec elles, hein, donc qui étaient là, que je trouvais hyper handicapés. Enfin, aujourd'hui, je pense que Malo, il doit ressembler à ce que j'avais vu là, mais à l'époque, moi, je disais waouh. Donc voilà, et en fait. Ces femmes, en fait, elles m'ont montré qu'en fait, on pouvait passer l'épreuve, en fait, qu'on pouvait passer la vallée des larmes et qu'en fait, après, on pouvait trouver quand même une certaine paix, voilà. Et que même, peut-être, on s'en sortait remodelé. Voilà, peut-être que justement, ce travail de cette vie qu'on n'avait pas décidé comme ça. Enfin, c'est pas le plan, en fait, d'avoir des enfants handicapés. Vous avez dit en début, c'est une épreuve. Oui, c'est tout le temps une épreuve. C'est toujours une épreuve. Après, on peut quand même dépasser l'épreuve. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, c'est autant une épreuve qu'il y a 10 ans. Donc, voilà. En première page, sur la première page de votre livre, avant même le premier chapitre, je ne sais pas comment appeler cette page-là, vous dites « j'ai changé, j'ai beaucoup changé », vous dites. Vous sauriez dire sur quoi, en quoi vous avez changé? Qu'est-ce qui vous a fait changer? Bah, c'est... Ouais,
Bien sûr que j'ai beaucoup changé. En fait, je pense que j'ai pris du recul avec beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, je goûte la vie au jour le jour. Je me dis que voilà, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, là, je suis sur le plateau avec vous, c'est sympa, moi, ça m'amuse. Et en fait, d'apprendre à vivre à l'instant T, et pas demain, et pas après-demain, et là, aujourd'hui. Je ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer. C'est Thérèse qui dit « je n'ai qu'aujourd'hui ». Et c'est vrai, et hier ne m'appartient déjà plus, et demain ne m'appartient pas encore, et demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Donc en fait, je trouve que ça m'a obligée à m'ancrer dans le quotidien. Et alors moi, je suis une fille qui aime beaucoup anticiper. J'adore ça, faire des plans, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et le handicap oblige à anticiper, non? J'entends souvent il faut le rendez-vous à prendre justement avec le spécialiste. Oui et non. En fait, oui, non. pour ça, oui. Pour tout ce qui est effectivement, oui. Alors, rendez-vous avec les spécialistes, l'AMDPH, il faut mieux anticiper très, très, très longtemps à l'avance pour l'envoi dans un foyer de vie, tout ça, oui. Donc là, nous, Isabelle... L'AMDPH, pour nos auditeurs, c'est la maison départementale des personnes handicapées auprès desquelles on dépose des dossiers de 50 pages pour avoir un droit et un autre droit. Même quand on a bac plus 5 ou bac plus 7, on a du mal à les remplir quand même. Et il faut anticiper. Voilà, donc ça, il faut anticiper. Bon, ça, j'ai pas trop de mal à faire ça. Mais par contre, en même temps, il faut s'ancrer dans le quotidien parce que quand Malo essaye de me parler et que je comprends pas, je peux pas être ailleurs. Il faut que je sois ici, yeux dans les yeux, voilà, et que je m'arrête complètement et me dire, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire, Malo? Et des fois, ça peut prendre 10 minutes pour une toute petite chose. Et vas-y, fais-moi un geste, etc. Et il faut que je sois présente à lui, là. Et ça m'oblige à m'ancrer là, dans ce que c'est aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, c'est un super cadeau qui nous font nos enfants de ça. Enfin, toutes les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont invalides, nous obligent à dire « arrête de courir, stop ». Là, on est ici maintenant. Et je pense que s'il y a un changement en moi, la speed, c'est ça. C'est la présence. La présence, être présent là, maintenant. Vous disiez que la foi vous a aidé à tenir. Elle a été transformée, votre relation à Dieu, par cette expérience de maman aidante? Oui. Alors, oui. Alors moi, j'ai toujours été... Quand j'avais 14-15 ans, je pensais vouloir devenir religieuse, en fait. J'étais persuadée que j'allais devenir religieuse et que ça... Puis finalement, j'ai rencontré Nicolas. Et ça s'est pas fait, et voilà. Mais j'ai toujours eu, comment dirais-je, une espèce de soif spirituelle. Depuis toujours, en fait. Donc moi, mes parents me laissaient assez libre dans ce qui était de la religion, donc effectivement, voilà. Donc moi, j'ai un rapport à Dieu assez direct. Enfin, voilà, je lui dis des trucs qui m'habitent, salut, hop, je suis un peu vite, voilà. Alors je n'ai pas de coin prière, rien du tout. Moi, je suis trop speed pour ça, pour m'asseoir. Mais par contre, effectivement, je prie quand je marche, je prie quand je fais, je prie quand je mets. J'étends un t-shirt à un de mes enfants, je prie pour lui, voilà. Enfin, mais c'est dans l'agir en fait. Et effectivement, alors. Moi, j'ai quand même eu une fois une rencontre de Dieu qui est venu me visiter dans mon lit un soir où j'étais vraiment déprimée, j'allais pas bien, j'étais très inquiète, et Dieu est venu. Enfin, moi, j'ai vraiment une visite, je sais pas comment on appelle ça, les charismatiques appellent ça les visites de l'Esprit Saint, je sais pas, mais il est venu, voilà. Et il vous a dit? Et il m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tes enfants. Je m'occupe de tes enfants. Ouais, de tous tes enfants. Alors en plus, j'étais un peu inquiète pour Inès, qui est ma deuxième, qui n'est pas malade, parce qu'effectivement, elle avait du mal à trouver sa place. Et franchement, aujourd'hui, voilà, ça me reste. J'ai jamais eu une autre visite comme ça dans ma vie, mais effectivement, ça reste là. Et puis l'autre chose que j'ai appris, en fait, j'en parle dans mon livre Tant que deux, effectivement, c'est que dans le soin, dans l'attention, en fait, on peut être sur les pas du Christ. C'est de dire que finalement, quand je donne une toilette, je fais comme le Christ quand il était assis, qu'il lavait les pieds de ses apôtres. En fait, ma foi est incarnée, donc en fait, je peux tout à fait, pas besoin d'être comme ça en prière. Voilà, voilà, et le faire essayer de le faire dans les pas du Christ, c'est-à-dire dans la douceur du Christ. Je pense que le Christ était très doux et devait avoir un regard incroyable. En fait, quand il posait son regard, j'imagine. Donc, me dire, allez, tente. Bon, je n'ai pas l'impression de faire exactement comme le Christ, mais de me dire, allez. Voilà, tu habilles ton enfant, tu le déshabilles, vas-y, fais-le bien. Fais-le en priant, enfin, fais-le bien, pas vraiment en priant, quand j'enlève des chaussettes. En présence. En présence, ouais, c'est ça, dire, allez, tu le fais bien, voilà. Et en fait, ça change tout, en fait, parce que en fait, je suis plus toute seule, en fait. Je suis avec lui, en fait. Et donc, du coup, quand je le fais, en fait. Voilà. Florence, cette transformation d'Agathe, qui est sur la façon d'être dans le temps présent, sur la façon d'être dans une qualité de présence, vous entendez cette transformation, pas forcément dans les mêmes termes, hein, chez les aidants que vous accompagnez? Alors oui, certainement, et d'ailleurs on le voit avec tous les témoins de nos journées famille, à chaque fois on voit le chemin et les transformations qui ont pu se faire, surtout dans cette capacité à laisser de la place, cette capacité à faire confiance,
cet équilibre que les personnes recherchent et dans cette acceptation que l'équilibre, un petit rien peut le faire voler, mais elles avancent toujours. Donc oui, moi en tout cas, des personnes m'édifient et comme votre livre, hein, c'est une mine de réflexion même pour ma vie de tous les jours. Donc oui, cette transformation, je la vois dans les personnes. Après, ça peut être lent. Ça peut aussi être fluctuant, avec des moments où les personnes, comme vous disiez tout à l'heure, on n'en peut plus. Mais je suis émerveillée de voir que les personnes continuent à avancer, qu'il y a quand même une petite lumière. Après, les personnes qui nous appellent, ce sont des personnes qui ont encore cette force-là aussi. Même si elles ne viennent pas nous dire que tout va bien, elles ont quand même la force de nous appeler. Donc oui, je vois bien effectivement la transformation chez chacune des personnes. Ce qui vous fait imaginer qu'il y a des personnes qui peuvent aller tellement mal qu'elles ne peuvent même pas nous appeler, c'est ça? Je suis sûr. Certainement. Mais... Agathe, donc Tango 2, ça date d'1 an et demi à peu près, hein, ce livre? Il est sorti en 27 août de l'année dernière. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez depuis lors continué de découvrir des choses? Est-ce que ce travail de transformation et ce travail de découverte, d'apprentissage, il continue? Oui, il continue tout le temps, oui. Oui, en fait, alors le fait de l'avoir écrit, ça m'a aussi permis de poser des mots aussi. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'écrire, Et puis après, quand on écrit quelque chose et qu'on le vit, on a dit attends, j'ai écrit ça, une espèce d'obligation d'être raccord, quoi. Enfin, sinon c'est le syndrome de l'imposteur, quoi. Il faut se dire attends, t'as dit ça, voilà. Mais c'est vrai que effectivement, chez ma petite Isabelle, en fait, il y a des soins qu'il faut donner, notamment les pubères, donc effectivement avec ces cycles. C'est pas super drôle, enfin voilà. Et effectivement, il faut que je réhabite ça. En fait, il faut que je me dise allez Agathe. Tu croyais avoir tout... Enfin, t'as écrit Tango 2, tu croyais avoir tout dit, tout appris. En fait, non, il y a plein de choses que tu... Voilà, voilà, par rapport à Isabelle. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu plus sympas. Notre grand Malo, il est amoureux, donc il a une petite fiancée. Et effectivement, il a une petite fiancée. Ils ne sont pas fiancés, ils sont très amoureux tous les deux. Mais effectivement, comment les accompagner? Là aussi, un rôle d'aidant, comment les accompagner dans leur vie amoureuse sans anticiper des demandes qu'ils ne font pas, mais en même temps en respectant les demandes qu'ils peuvent faire de se retrouver. Donc en fait, voilà, ça c'est assez lumineux. En fait, il m'arrive ça, et ça je trouve ça assez sympa. Et puis effectivement, quand j'ai écrit Tango 2, j'avais pas encore la tutelle de Malo qui était commencée. Donc effectivement, il y a tout le côté administratif. Je m'en faisais une montagne. Finalement, c'est pas si mal que ça. C'est pas si compliqué que ça. Le juge des tutelles est assez sympa. Enfin, voilà, c'était des trucs. Je me suis dit, oh là là, faire les comptes, je fais pas très bien les comptes déjà pour notre famille. Je me suis dit, oh là là, faire les comptes pour Malo. En fait, ça va à peu près. Mais en fait, c'est des nouveaux champs. C'est-à-dire, en fait, ça, j'en parle pas du tout dans Tango 2. Effectivement, la tutelle. Voilà, la vie affective d'un jeune adulte, voilà. Donc, voilà, il y a tout ça, oui, c'est jamais fini, en fait. J'en profite pour vous dire, et à nos auditeurs, que l'OCH anime des groupes pour les parents sur la vie affective et sexuelle de leur enfant, comment les accompagner. Donc c'est une logique de partage d'expérience. Oui. N'hésitez pas, vous et tous ceux qui nous écoutent, à vous inscrire, parce qu'on a besoin les uns des autres. Enfin, très souvent dans ces sujets qui sont quand même compliqués, il faut le reconnaître. J'en ai compris, compliqués dans une vie à peu près ordinaire, ils deviennent un peu plus compliqués encore quand c'est un enfant qui porte un handicap. Et donc le thème de cette soirée, c'est le défi des aidants familiaux. Si vous deviez dire aujourd'hui vos défis pour demain, pour c'est pas piège, hein, mais... Non, il n'y a pas de problème. Alors les défis, pour moi... Aujourd'hui et demain. Pour moi, le défi, c'est que chacun de mes enfants trouve sa place. Enfin, et il y a un vrai défi sur les enfants non malades, en fait. Moi, je trouve que finalement, j'ai une copine qui avait un grand garçon autiste et qui m'avait dit, il y a quelques années, une dizaine d'années, Agathe, fais gaffe à ceux qui ne sont pas malades. À l'époque, j'avais Kinès, me dit, fais gaffe à elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un défi, je trouve que c'est effectivement de trouver l'équilibre et que nos enfants non malades, non porteurs, en fait, n'aient pas l'impression d'avoir été oubliés. Portion congrue, ouais, voilà, c'est ça, d'être oubliés, parce qu'effectivement, il faut trouver l'équilibre. Et c'est vrai que c'est un équilibre qui est extrêmement instable, qui est extrêmement. Ça demandait beaucoup de délicatesse parce qu'effectivement, voilà, il faut leur consacrer du temps, mais en même temps, ce temps, on n'en a pas beaucoup.
Donc en fait, dire, les enfants, voilà, donc moi, avec Inès, par exemple, on déjeune ensemble une fois par semaine. C'est institutionnel depuis longtemps. On l'avait plus fait, et puis cet été, elle me dit, oh, j'en ai super besoin. Je dis, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a un vrai défi dans l'équilibre, voilà, l'équilibre en fait, du couple et de la famille, enfin voilà, rester en équilibre par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué. Quel autre défi le défi, moi j'ai un défi enfin voilà, moi je ne sais pas si c'est un défi, mais moi mes enfants je ne sais pas du tout combien de temps ils vont vivre, hein. Donc en fait cette maladie elle peut être dangereuse et mortelle, donc en fait effectivement le défi c'est de se dire, là encore j'habite chaque jour parce qu'effectivement je ne sais pas combien de jours me sera donné avec ces enfants-là. Après voilà, le défi c'est de se dire j'accepte qu'il y ait des vies courtes et des vies longues, enfin on est persuadé, enfin moi ça a été un truc qui est le Covid, les gens disent « Oh, mais on peut mourir !» Bah oui, en fait, on peut mourir. Oui, ça vous le saviez pas, mais moi je le sais. Hein. Donc en fait, effectivement, oui, on peut mourir. Alors plutôt que d'avoir peur tout le temps, peut-être qu'on pourrait vivre. Le défi, c'est de dire « Allez, on vit. Oui, on vit. » Voilà, avec beaucoup de bon sens et voilà. Merci. Je vais me tourner vers Florence maintenant, Florence Gros. Florence, en écoutant Agathe, en lisant son livre, vous l'avez lu, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez relevé de réflexions, de points qui peuvent aider, je pense toujours à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir et qui sont aidants familiaux eux aussi? Alors, c'est une mine de réflexion, donc je ne vais pas pouvoir tout relever, mais moi je conseille à chacun de le lire parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses. Je trouve que vous avez été très audacieux, vous avez osé beaucoup de paroles dedans, c'est ça qui m'a beaucoup touchée aussi. Vous avez osé dire des choses, j'espère que chacun pourra le prendre pour le prendre ou le rejeter en fonction de là où il en est. Mais alors j'ai relevé 2-3 petites choses, et notamment celle-là. Il y a des mots qui blessent, mais je suis souvent à fleur de peau, écorchée vive. C'est complexe, voire impossible de ne pas blesser quelqu'un comme moi. Et puis après, vous dites, je constate que je suis devenue vulnérable, je tente de me mettre à l'abri des paroles blessantes. Et là, moi, j'ai l'impression de voir tellement de mamans, où il y a écorché vive. Je pense qu'effectivement, ça peut rejoindre beaucoup de mamans, mais vous le dites avec une telle humilité, et je me dis, mais quel travail pour comprendre ça et accepter ça, parce qu'en fait, finalement, vous nous dites, nous tous, ne vous éloignez pas, et si on a été désagréable ou pas accueillant à une de vos paroles parce qu'on n'a pas su faire et qu'on a été blessant, recommencez, revenez. Et donc moi je trouve que j'étais très touchée par ça. Puis alors après il y a d'autres réflexions aussi que j'ai trouvées très très audacieuses que je vous redonne, puis vous nous direz la vie est plus belle que la prudence. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mon défi c'est d'accueillir la vie telle qu'elle est, mais c'est vrai qu'on aurait envie d'éviter que nos enfants soient plus mal qu'ils ne sont, je ne sais pas, ou qui souffrent, alors que même le handicap peut se faire souffrir. Donc on aurait envie de quelque chose de cosy peut-être, et donc là vous parlez de plus belle que la prudence, donc il y a quelque chose d'audacieux. Et puis une autre chose aussi, ce n'est pas grave de souffrir, l'important est de se laisser façonner par la vie. Ce n'est pas grave de souffrir. Alors moi, je veux bien que vous m'expliquiez, parce que c'est vraiment... C'est audacieux de pouvoir dire quelque chose. Oui, je sais. Alors, d'abord, pour répondre à la question de savoir, je me suis livrée, en fait, j'ai pas écrit pour publier au départ. J'ai écrit parce qu'il fallait que je pose tout ça. En fait, j'allais vraiment mal, donc en fait, ça a été une sorte de thérapie. En fait, j'ai écrit en me disant il faut que je relise. J'avais envie d'écrire déjà en fait, et je me suis dit je peux pas écrire de livre si j'ai pas déjà déposé ça. Donc je voulais le déposer, mais je voulais pas forcément le publier. Je me dis je le dépose, je le mets sous un tas de choses. Puis après je pourrais vraiment écrire. Mais il faut que je pose ce truc-là parce que sinon en fait tous les livres que je vais écrire ils vont avoir ce truc en filigrane. Donc il faut que je le pose, c'est trop lourd. Donc je l'ai fait vraiment pour ça, en me disant je le pose, c'est trop lourd. Et donc du coup je me suis vraiment lâchée sans penser une seule fois que j'allais être publiée ou je sais pas quoi. Après je me suis dit les gens me disent ce serait sympa de publier. Donc c'est aussi sans doute pour ça que j'ai osé faire ce travail intérieur. Donc maintenant, alors la vie est plus belle que la prudence, c'était la petite citation qu'il y avait sur le faire-part de la naissance d'Isabelle, notre 4e. Et ça a suscité de grands débats dans la famille en disant mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça? Parce qu'en fait, effectivement, on savait que potentiellement on allait peut-être être critiqué puisqu'on avait eu un enfant et que vous voyez bien que Jeanne n'était pas bien. Donc on avait très envie de cette petite vie-là, on l'a accueillie et on s'est dit on va leur dire qu'on pense que la vie est plus belle que la prudence. C'est une phrase de l'abbé Pierre. Et donc on s'est dit on va le dire, voilà. Après souffrir, c'est pas grave. En fait, je pense que c'est pas possible d'avoir une vie sans souffrance. Ça n'existe pas. Une vie sans croix
Ça n'existe pas. On a tous nos souffrances. Et elles ne sont pas comparables, en fait. Donc, ce n'est pas grave de souffrir. Je pense que même notre vie sur Terre, en fait, si je crois qu'elle a un sens, c'est celui-là. C'est de se dire, en fait, on passe sur... Je ne pense pas qu'on soit venu pour souffrir. Je pense qu'on est venu pour être heureux. Mais qu'en fait, on passe par la souffrance et qu'il n'y a pas une seule vie qui ne peut pas passer par la souffrance. Et du coup, vous parlez de la joie. Je trouve ça très beau. Vous dites, cette joie indestructible, seuls les parents d'enfants handicapés la ressentent. C'est le cadeau après la peur, la crainte, les larmes et la honte. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors ça, c'est vrai, parce que moi, les mamans d'enfants handicapés, effectivement, on a des espèces de joies intenses qui sont juste faire du vélo autour d'un arbre quand le gamin a 12 ans. Enfin, voilà, ou Malo qui est propre à 16 ans. Enfin, moi, Malo, j'aurais jamais cru qu'il allait être propre un jour, quoi. Et alors, effectivement, de me dire... je me rappelle, je leur dis, si Malo est propre, alors je vous préviens, je me saoule au champagne. Bon, on l'a pas fait. Donc moi, vraiment, j'invite vraiment tous les aidants qui nous écoutent de ces réflexions à réfléchir à ce à quoi ça peut nous ouvrir. Et du coup, j'allais vous demander, dans ce que vous avez lu et entendu d'Agathe, qu'est-ce qui se rapproche des personnes que vous accompagnez, qui sont d'une grande diversité de situations d'aidants, on l'a dit tout à l'heure, ou qu'est-ce qui s'en éloigne? Est-ce que vous avez des situations finalement à nous présenter qui pourraient nous éclairer sur ce qui se vit à la fois de proche et peut-être de différent de ce qu'Agathe nous témoigne ce soir? Alors en fait, à chaque fois que dans votre livre, vous parlez d'agenda chargé, d'exercice d'équilibrisme, vous êtes entraîné par une tempête, un tourbillon, une aventure, ou même quand vous dites ma vie est de mettre mon tablier de service. Alors là, moi, je vois plein de personnes qui appellent le CH ou qui viennent à nos rencontres. Voilà, j'entends aussi toutes ces personnes qui nous appellent. Je trouve que vraiment, on entend du pareil. Après, votre vie reste quand même un témoignage, et donc elle est unique parce que votre famille est unique, les enfants vos enfants ont des caractères et un handicap qui fait que ça donne une couleur particulière, mais que rien n'est comparable. Et je trouve que la difficulté serait peut-être effectivement de se dire je vais me comparer. Et c'est vrai que si chez vous l'aider a un caractère difficile, peut-être que ça rend plus difficile la vie de famille. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est important de remettre chacun dans l'histoire qu'il est en train de vivre. Et puis aussi au niveau des émotions, j'entends, alors je ne sais pas si Agathe pourrait se reconnaître dans toutes les émotions que j'entends, que ce soit de la colère, de la honte, de la culpabilité. Peut-être que vous les avez traversées une fois et puis plus. Voilà, c'est ça aussi, c'est que nous on entend aussi des choses à un instant T, avec un besoin particulier, et que peut-être ces besoins vous avez pu les traverser, mais que c'est fini, puis qu'il y en a d'autres qui viennent. Donc voilà, il y a une multitude. Et du coup, j'avais envie de vous partager des cris, et les cris qu'on peut avoir pour dire la diversité effectivement de ce qui peut se vivre, et qui peut être très, très douloureux. J'entends par exemple une maman qui me dit « Vous savez, parfois, je n'en peux plus. Si vous saviez comme j'ai envie de fuir. » Voilà, fuir. Et peut-être parfois, on peut avoir envie de la mort même. Ou une personne qui me dit « Je me sens humiliée quand on humilie mon père en lui mettant des couches par manque de personnel. » Voilà, cette humiliation interposée. Pourquoi moi, maman, ne me considère-t-on pas comme une alliée dans le processus de guérison de mon enfant, même plutôt que comme une perte de temps? Et cette difficulté aussi à se positionner, à être située, à avoir l'impression d'être exclue. J'entends aussi une maman qui met tous les papiers à faire, c'est de la maltraitance administrative. C'est fort quand même, maltraitance administrative. Je suis sûre que vous pourriez le dire aussi. J'aurais pu le dire. Voilà, ou une épouse qui me disait « Je me sens dans une grande insécurité financière depuis que mon époux a eu son AVC. » Ça aussi, c'est une vraie question qui peut arriver, où je lui en veux d'être handicapé. Je lui en veux d'être handicapé et incapable d'être le père qu'il était, de me laisser tout faire avec les enfants. Voilà. Je pourrais donner des milliers de cris, mais dire la diversité des questions qui peuvent se poser à un instant T. Ce qui ne veut pas dire que toutes ces choses qui ont été dites seront redites plus tard, dans un chemin, dans une histoire que vous racontez. Mais voilà, ça dit un petit peu la diversité.
Et du coup, il y a une grande diversité dans les quelques exemples donnés. Comment on peut être attentif à l'ensemble de ces personnes? Je pense à chacun de nous, en fait, je disais ici, il y a 10 millions d'aidants, ça veut dire qu'on est tous amis, frères, autres de quelqu'un qui est dans cette situation d'aidant. Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la juste place de celui qui est près de l'aidant? Et vous en parlez un peu dans votre livre, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu ce qui vous a aidé à tenir. Vous avez parlé des amis et autres. Florence, vous diriez quoi? Alors, il me semble déjà que, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les aidants souffrent beaucoup de solitude. À la fois ce sentiment de solitude, parce qu'on peut être très entouré et avoir vraiment ce sentiment de solitude, et puis aussi pas assez de proximité affective. Et donc, là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est tenter de se faire proche et de s'intéresser, dans le sens, c'est quand même pas difficile de s'adresser à la personne en disant mais comment vas-tu? Je pense que ça, je pense qu'on est tous capables de le faire et ça, on sera un grand pas en avant. Je pense que très souvent on s'adresse à la personne qui a un handicap, et on oublie de s'adresser en fait à l'aidant qui est à côté, en disant mais comment vas-tu? Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et je me rappelle d'un jeune qui, entre 13 et 20 ans, il s'est beaucoup occupé de son père, et il m'avait dit, moi ce qui m'a sauvé ou aidé, je sais pas, enfin, en tout cas on sentait que c'était vraiment important, c'est ce chef scout qui me disait systématiquement quand je venais comment vas-tu? Voilà, enfin il s'intéressait à moi. Donc vous voyez, ça peut sauver des personnes que de s'intéresser vraiment à ce qu'elle vit. Après, je crois aussi beaucoup que c'est pas tant la maladie qui rend vulnérable, mais c'est aussi l'amour qu'on porte à la personne qui est vulnérable, et aussi la proximité avec la souffrance qu'elle porte. Donc c'est de lui demander comment elle va, et ça on le voit beaucoup aussi chez les grands-parents, et ils se sentent vulnérables, et aidants vulnérables, ils ne sont pas toujours aidants en première ligne, mais parfois en seconde ligne, parfois en première. C'est parce qu'ils souffrent à la fois pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc cette souffrance par procuration est à prendre en compte. Après, je pense aussi que les aidants, vous pourrez me le confirmer ou pas, manquent d'informations, ou plutôt de bonnes informations. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils découvrent plein de choses, il faut qu'ils fassent avec, ou parfois même ils croulent sous le flot d'informations, ils ne savent pas quoi choisir. Je pense que nous, l'entourage, peut-être qu'on peut aller se renseigner pour eux, ou voire même accompagner de temps en temps. Je ne sais pas si c'est des choses que vous auriez aimé qu'on fasse avec vous, mais être deux à des rendez-vous, pour entendre à deux oreilles ce qui peut se dire, parce qu'on a des flots d'informations, et finalement on est noyé, on ne sait plus quoi faire. Je me souviens d'une maman qui m'avait dit, non, c'était pas une maman, c'était une épouse qui m'avait dit, on m'a dit que mon mari avait le droit à un PAM, mais c'est quoi? Et donc voilà, on lui avait juste dit ça. Et c'est quoi un PAM? C'est un service de transport collectif parisien. Voilà, donc je me dis, typiquement, voilà, on avait simplement lui dit ça, et elle ne savait pas quoi en faire. Donc ça, on peut peut-être aider à décrypter les informations qu'on donne, et puis donner les bonnes informations. Après, je pense aussi que les aidants manquent beaucoup de reconnaissance, de prise en considération. Donc là, je pense que on a aussi notre rôle à jouer dans la façon dont on écoute les aidants, aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de vivre, pour vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, pas pour comparer, pas pour dire ce que tu vis c'est quand même moins que celui qui a un handicap, mais pour juste pouvoir écouter ces mots. On peut avoir effectivement des mots MAUX quand on est aidant. Parce qu'en fait, moi, j'ai tout le temps en tête cette épouse qui me disait, voilà, moi je suis épouse d'une personne malade psychique, c'est moi qui m'occupe de son traitement, c'est moi qui appelle le médecin quand ça va pas, c'est moi qui suis à côté de lui quand il est hyper angoissé, c'est moi aussi qui appelle l'hôpital quand ça va plus, et voilà, et c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Et puis quand j'arrive à l'hôpital, j'existe plus. En revanche, quand je viens le voir, on me donne son sac à linge sale. Ça, pour prendre les affaires sales et et changer les vêtements, là j'existe. Je trouve ça hyper violent. Donc voilà, alors, je pense qu'on peut apprendre à se faire proche et écouter, accompagner, les encourager, leur redonner peut-être aussi du pouvoir. Parce que j'entends beaucoup aussi de personnes qui du coup, devant ces sachants, devant ces médecins, n'osent plus prendre la parole, alors que ce sont les personnes qui connaissent le mieux leurs proches en souffrance. Ça me rappelle une sœur qui me disait, j'aimerais bien de temps en temps être dans
la lumière et pas toujours dans l'ombre de mon frère. Donc oui, donc de temps en temps mettre aussi en lumière tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont, et pas simplement d'ailleurs dans cette forme d'être d'aidants, mais aussi dans tout ce qu'ils sont, dans tous leurs talents. Voilà. Après, il faut savoir quand même qu'il y avait une étude qui montrait que, je crois 50% des aidants ne savaient pas qu'ils étaient aidants. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment d'une communauté d'invisibles. Donc je crois qu'on peut les aider à prendre conscience effectivement qu'ils prennent une place quand même d'aidants, et que peut-être que par rapport à ça, ils peuvent appeler le CH par exemple. Moi je me souviens d'un frère qui m'avait appelé et qui me disait on m'a conseillé de vous appeler, en fait je ne sais pas quoi vous dire. Puis il s'était arrêté, puis après il me dit je suis fatigué. Voilà, si c'est juste pour poser ça et qu'après nous on puisse tirer sa ficelle, comprendre les besoins et puis accompagner dans la durée, sur le court terme et puis aussi sur la durée, je pense que ça on peut parler de en tout cas des associations qui existent pour pouvoir accompagner les aidants. Voilà. Et puis être attentif à leurs mots, M-O-T-S, parce qu'ils disent des choses parfois qui sont quand même assez étonnantes, et que c'est intéressant de s'arrêter quand même à leurs mots. Moi, je me souviens par exemple de maman qui me disait je suis devenue comme hyper vigilante. Ça dit quand même quelque chose de sa vie, avec les crises d'épilepsie de mon fils, ou une autre qui me dit je suis en apnée depuis que ma fille n'a plus d'institution. Ça aussi c'est fort. Vous savez, on s'habitue, le mieux est de ne pas se poser de questions. Pourquoi pas, mais ça vaut le coup peut-être de réentendre, d'accompagner ça, et puis c'est vraiment pour le coup le rôle de l'OCH, c'est vraiment d'accompagner et pour prendre part à ce qu'ils vivent.